Salut tout le monde, bienvenue sur Faut ce qu'il faut pour une nouvelle vidéo sur le Venezuela. Les tensions ont repris dernièrement entre les États-Unis et le Venezuela, avec le gouvernement Trump menant des frappes militaires sur des bateaux de trafic de drogue près des côtes vénézuéliennes et demandant la fermeture de l'espace aérien du pays, et Maduro parlant à son habitude d'impérialisme américain. Le pays actuellement est en ruine économiquement, avec des indicateurs de conditions de vie parmi les pires au monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le Venezuela a déjà été un allié américain et le pays le plus riche d'Amérique latine. Il va être question dans la vidéo de pourquoi et comment ça a changé depuis la prise de pouvoir de Hugo Chavez en 1999. La plupart blâment Maduro pour le déclin parce que le pire est arrivé sous lui, tandis que Chavez a gardé une bonne réputation et a soi-disant relevé le pays. Mais je vais passer à travers tout le processus ici pour démontrer que c'était le gouvernement Chavez qui avait débuté la destruction du pays, tout en prenant le pouvoir de manière très habile. Le Venezuela a été une exception en Amérique latine. C'était, depuis la chute de la dictature de Pérez Jiménez en 1958, une démocratie, avec une armée soumise au pouvoir civil dans une région dominée par les régimes autoritaires et les luttes armées. Il y avait des partis électoraux modérés et institutionnalisés, le respect des élections, une classe moyenne en croissance, un système stable et une économie surtout basée sur l'exportation pétrolière. La Constitution établie en 1961 garantissait la séparation des pouvoirs et la séparation de l'armée de la politique. C'est seulement plus tard avec la tentative de coup d'État en 1992 que l'armée est revenue en politique. Le système était loin d'être parfait parce qu'on restait avec un État dépendant du pétrole, des inégalités importantes et de la corruption. Le Venezuela était un membre fondateur de l'OPEC en 1960. Le choc de l'OPEC à partir de 1973 en a fait le pays avec le plus haut PIB par habitant du continent. Mais il y avait avec ça énormément de détournements de fonds, environ 100 milliards de dollars de 1972 à 1997. Plusieurs événements ont mené à l'arrivée au pouvoir de Chavez. On a eu en premier le Black Friday le 18 février 1983 avec la dévaluation du bolivar à cause de troubles financiers. Ça avait fait mal à la classe moyenne. Malgré ça, les partis politiques dominants, le COPEI et l'AD, n'ont pas changé le système. Ils dominaient déjà les syndicats et les groupes de la société civile, mais n'avaient pas de lien fort avec les pauvres. Ça a éclaté en février 89 avec des émeutes contre le coût de la vie et les politiques d'austérité, avec 1000 morts et beaucoup de pillages, et l'armée a dû être envoyée. Des militaires comme le colonel Chavez disaient que l'armée était devenue une garde présidentielle. Ils sont organisés en mouvement, le MBR 200, sans idéologie claire, mais par opposition au statu quo. Avec la hausse de la pauvreté et les révélations de corruption du président Pérez en 1992, les MBR, avec environ 10% de l'armée derrière eux, ont tenté un coup d'État. L'armée a stoppé le coup, mais ça signifiait le retour des militaires en politique. Plusieurs MBR, dont Chavez, ont été arrêtés, et d'autres continuaient leurs activités dans l'ombre. Signe de démocratie, le président Pérez a constitutionnellement été enlevé du pouvoir. Rafael Caldera a ensuite été élu en 1993. La présidence de Caldera a été marquée par une faible croissance, de la haute inflation, des réductions des dépenses gouvernementales et une hésitation à adopter des réformes de libre marché. Caldera a aussi relâché les putschistes de prison qui sont rangés derrière Chavez. Pour l'élection présidentielle de 1998, les partis AD et COPEI étaient largement impopulaires à cause de leur manque de vision et la voie était ouverte pour un outsider. Initialement, la favorite était l'indépendante Irene Sáez, mais elle a commis beaucoup trop d'erreurs et a permis à Hugo Chavez de gagner avec 56%. Celui-ci avait habilement manié le mécontentement populaire envers la corruption et l'économie, tandis que les partis n'avaient pas réussi à se réformer ou à s'allier. Chavez était un populiste, c'est-à-dire quelqu'un qui disait parler au nom du peuple, tout en excluant des groupes du pays qui n'étaient pas considérés comme le peuple, mais plutôt comme des ennemis intérieurs. Il était aussi un socialiste convaincu et reprenait les thématiques marxistes, mais au lieu du prolétariat, il parlait des pauvres. Comme bien des leaders d'extrême gauche, la révolution était centrée sur sa personne, et la démocratie, avec la séparation de pouvoir, le pluralisme et la redevabilité des institutions, était vue comme un système de bourgeois. La première étape à son arrivée au pouvoir en février 1999 était une nouvelle constitution. Il a contourné le législatif en faisant directement voter la création d'une assemblée constitutionnelle pour réécrire la constitution, et ses fidèles ont remporté 123 des 131 sièges. Il y avait notamment dans les membres sa femme, son frère, le chef d'état-major de l'armée et 20 anciens collègues militaires. La nouvelle Assemblée constitutionnelle avait pas de pouvoir législatif, mais malgré ça a empêché le Congrès de se convoquer ou de passer des lois, et a même enlevé des juges du système judiciaire. Ceux qui voulaient défier ça étaient bloqués par l'armée,
et le juge en chef de la Cour suprême a démissionné. La nouvelle constitution était assez ambiguë, avec une vague thématique bolivarienne, et parlait de hausse d'intervention dans l'économie. Était encore largement démocratique et garantissait en principe la séparation de pouvoir, mais Chavez avait désormais le contrôle exclusif sur l'armée et allait utiliser toutes les méthodes à sa disposition pour contourner le système et faire passer des lois. La première méthode était les enabling laws, des lois de permission. Ça existait déjà dans l'ancienne constitution. En gros, le Congrès pouvait faire une loi temporaire de quelques semaines pour donner des pouvoirs de décret au président pour un enjeu spécifique pour régler une crise. Sauf qu'ici, la loi de permission adoptée en novembre 2000 était pour une grande durée et donnait au président des pouvoirs de décret sur pratiquement tous les aspects de la vie des gens. Il pouvait promulguer une loi sans débat ou approbation législative, allant du domaine des banques à l'agriculture ou au pétrole. Ça allait à l'encontre de la Constitution de 99 et ça a été utilisé plusieurs fois durant son mandat. Chavez avait profité de sa popularité personnelle, qui, comme on va le voir, était sans fondement et venait plus de son charisme et de la propagande, ainsi que de la paralysie des partis politiques pour s'octroyer plus de pouvoir et établir un régime personnaliste. Il a inversé la décentralisation pour amener plus de pouvoir à Caracas, et pour affaiblir l'opposition, il s'en est pris à la classe d'affaires et aux groupes de la société civile. Même dans les syndicats, il s'est activé à éliminer la Confédération des travailleurs vénézuéliens, composée des membres des autres partis, en promettant de l'écraser et en établissant son propre groupe. Le système judiciaire a peu à peu été mis à sa botte en changeant la structure et en nommant des loyalistes, et l'opposition était montrée du doigt comme des ennemis du peuple au service des parasites bourgeois. Les leaders autoritaires aiment se garder une flexibilité, donc les règles institutionnelles sont affaiblies et avec elles la démocratie. Le gouvernement participait directement aux campagnes électorales. Avec l'affaiblissement du législatif, l'État fédéral commettait plus d'abus, pénalisait les gens qui voulaient pas joindre à son programme, persécutait les opposants, censurait les médias privés et faisait preuve d'un grand clientélisme. L'opposition a commis des grosses erreurs en réaction à ça. Il y a eu une tentative de coup d'État militaire en 2002 et une énorme grève pétrolière en 2002-2003 dont je vais reparler, ce qui allait à l'encontre du processus institutionnel. L'opposition a aussi boycotté des élections législatives de 2005, donc le gouvernement en a profité pour simplement capturer le législatif et prendre plus de pouvoir. Une méthode clé de Chavez était les référendums. La Constitution de 1999 parlait de démocratie participative et le président en profitait pour contourner des débats législatifs et faire passer par vote populaire des réformes dans tous les domaines. Les références au peuple devenaient des instruments utilisables plutôt que des fins en soi. Bon, certains d'entre vous vont me dire que les référendums c'est toujours bien, que ça exprime la volonté populaire, sauf qu'ici on avait de la grosse manipulation basée sur sa popularité qui, comme on va le voir, était sans fondement. Et même en système plus démocratique, gouverner veut pas nécessairement dire suivre les gens. Si des leaders font seulement suivre l'opinion populaire, qu'est-ce qu'ils sont? Ou bien c'est moi qui est un vieil élitiste. It is not to be given to what the people want. It is for what the people don't want but ought to have. Et en plus de ça, on a bien vu que Chavez respectait pas les référendums. En décembre 2007, son projet de réforme constitutionnelle pour agrandir l'autorité présidentielle, abolir les limites de mandat et établir une économie socialiste a été rejeté avec 50,7% des votes. Le président a tout simplement contourné le référendum en passant par le judiciaire. Donc en résumé, Chavez passait soit par des manœuvres législatives, soit des référendums sur sa popularité, ou par des manipulations du judiciaire pour faire progresser son pouvoir. Autant que Chavez a su manipuler le système pour s'accaparer le pouvoir avec brio, autant que sa gestion des affaires du pays était terrible, et c'est ce qu'on va voir. On arrive finalement aux politiques du gouvernement de Chavez. Du fait de la croissance économique et de l'amélioration générale des conditions dans le pays durant son mandat, beaucoup, dont moi-même à une certaine époque, l'ont encensé et pointé comme un exemple à suivre. Lui-même faisait de la propagande constante pour dire que le peuple était sa priorité et que tout allait mieux. On va démonter le mythe morceau par morceau. Même avant la chute des prix pétroliers de 2014 qui a précipité le pays dans le gouffre, Chavez, en bon populiste, avait fait comme Perón en Argentine, Allende au Chili ou Garcia au Pérou. Ils ont mis en place des politiques fiscales et économiques expansionnistes et une monnaie surévaluée pour accélérer la croissance et la redistribution. À court terme, ils avaient des résultats encourageants et devenaient convaincus que la politique économique rationnelle s'appliquait pas à eux.
Ça créait aussi des étranglements de production, de l'inflation, de la baisse de salaire réel, l'accumulation de problèmes de balance de paiement, et c'est seulement quand l'économie est vraiment partie en vrille qu'ils ont tenté des actions correctives. C'est exactement ce qui est arrivé au Venezuela. Chavez avait agrandi la taille de l'État, qui avait nationalisé des secteurs comme l'électricité et les communications. Il y avait des contrôles très stricts de prix et l'interdiction de renvoi de travailleurs sans approbation gouvernementale. La propriété privée évidemment était affaiblie avec des expropriations ad hoc. Le pilier de la politique de Chavez était l'utilisation des revenus pétroliers pour financer ses programmes. Il a eu la chance incroyable d'avoir une hausse des prix pétroliers mondiaux dès le début de son mandat et la chute seulement après sa mort. Donc c'est pas pour rien que bien des gens font une fausse corrélation et l'ont mis sur un piédestal. Le secteur pétrolier était déjà nationalisé sous la compagnie étatique PDVSA qui gardait quand même une autonomie, donc le président s'est activé à essayer de peu à peu prendre le contrôle directement. On cherchait à virtuellement déclarer la guerre au secteur privé pour marquer des points politiques. Quand en 2002-2003 il y a eu des manifestations incluant des ouvriers de PDVSA, Chavez a pris la ligne dure et en a renvoyé 18 000, 40% du total, surtout des ingénieurs, des techniciens et des administrateurs, ce qui a vraiment affaibli le secteur pétrolier. That's a terrible idea. Parce que le gouvernement s'est tellement servi de PDVSA comme vache à lait, et à cause de d'autres facteurs comme la mauvaise gestion, le contrôle des prix, la corruption et le départ des cadres licenciés, PDVSA s'est endetté en plein boom pétrolier et est devenu incapable d'investir dans des infrastructures ou de simplement entretenir ses équipements. On ajoute à ça que le Venezuela a financé des projets pétroliers d'alliés comme Cuba et le Nicaragua, le programme Petrocaribe, et a vendu 300 000 barils par jour à rabais à ces pays-là pour avoir leur soutien politique. Ça a mené au déclin de la production pétrolière, ce qui est complètement fou quand on pense que c'est la base de la politique du gouvernement. Pour l'agriculture, on a eu une tendance similaire avec un programme d'expropriation des terres et contrôle des prix à partir de 2002, et encore plus en 2007 jusqu'à 2013 avec le programme de développement. Malgré une hausse de production dans l'immédiat, les pénuries ont augmenté et les fermiers étaient tellement limités par le gouvernement qu'ils préféraient le marché noir. La dette gouvernementale a plus que doublé sous Chavez, les réserves pétrolières stratégiques ont diminué, et une crise a débuté en 2012 avec le déficit, le déclin de la production, les pénuries et l'inflation. C'est quand même un exploit d'avoir un déficit massif durant un boom pétrolier. Le gouvernement a réagi à l'inflation avec une hausse des subventions pour l'importation, ce qui a grandement favorisé les produits de luxe pour les riches. On ajoute à ça la corruption à tous les étages. Déjà que le pays était corrompu, là, avec l'affaiblissement des institutions et la mauvaise gestion financière, on a eu l'explosion d'un système où tout le monde se prend une part. On a déjà vu que l'économie a pris de l'expansion grâce aux revenus pétroliers et malgré le gouvernement, mais l'argument typique pro-Chavez veut qu'il ait focalisé sur les pauvres et a grandement amélioré les conditions. Le gouvernement en plus a vraiment travaillé à vanter partout ses programmes appelés Misiones. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz avait dit que Chavez avait amené l'éducation et la santé dans des quartiers pauvres, et même le magazine The Economist parlait de gains sociaux grâce à la révolution. Mais en réalité, c'était largement infondé. Ça vient surtout de la statistique de déclin de la pauvreté de 54% en 2003 vers 27,5% au début de 2007, qui était dû en grande partie à la croissance du PIB par habitant de 50% durant la période. Sauf que le gouvernement Chavez avait vraiment pas été efficace pour profiter de la croissance. Chavez a créé un fonds social consolidé pour coordonner le financement des programmes anti-pauvreté, avec une provision disant que les revenus pétroliers croissants allaient fournir, mais en 2001, le gouvernement a ignoré la provision et le budget alloué était seulement le tiers de ce qu'il devrait être. Le ministre des Finances a pointé un loophole de comptable pour s'en échapper. On avait 1% de déclin de la pauvreté par pourcentage de croissance du PIB par habitant, un mauvais ratio si on compare avec d'autres pays en développement qui avaient le double. L'inégalité de revenus a augmenté avec le Gini qui a passé de 0,44 à 0,48 de 2000 à 2005. Les statistiques de revenus disent pas tout, mais même dans le reste, les résultats sont décevants. Chavez a même pas augmenté l'apport de budget alloué à l'éducation, la santé et le logement. Le chiffre est resté pareil durant son mandat par rapport à celui des années 90. C'est vraiment donc la croissance due au prix pétrolier qui a causé l'amélioration. Le taux de mortalité infantile déclinait, oui, mais au même rythme que durant les années 90 et beaucoup moins que dans d'autres pays d'Amérique latine. Il y a même eu une légère augmentation du pourcentage de bébés en sous-poids de 99 à 2006. En éducation, Chavez avait lancé un grand programme de lutte à l'analphabétisme et en 2005 a déclaré le pays sans analphabètes, mais en réalité le chiffre est simplement passé de 1,1 million en 2003 à 1 million en 2005. Le gouvernement affirmait avoir embauché plus de 210 000 personnes pour ce programme-là, ou 2% de la main-d'œuvre du pays,
Mais il n'y avait aucune trace de ça dans les statistiques d'embauche ou de budget. Au niveau du logement, le ratio de foyers sans eau courante est passé de 7,2% à 9,4% de 1999 à 2006, et dans la même période, le ratio de gens avec des foyers sans plancher est passé de 2,5% à 6,8%. En partie à cause du plafonnement de prix pour certains produits, une idée terrible qui a provoqué des pénuries, il y avait un manque chronique de denrées comme le lait, les haricots et les sardines. Le marché noir en 2007 était à 215% du prix officiel. Avec le fameux référendum constitutionnel de 2007 que j'avais parlé, le gouvernement a retardé la publication de statistiques d'inflation annuelle de 68% pour après le vote. Il reste que toutes les élections présidentielles étaient en temps de croissance économique, donc Chavez était toujours réélu. Chavez misait beaucoup sur la propagande pour compenser, avec des posters partout, et mobilisait les gens avec son charisme. Devant les critiques pour pas avoir bâti de nouveaux logements, il a répondu en blâmant ses prédécesseurs, même une décennie plus tard, mais il compensait avec des coups médiatiques comme d'ouvrir ses portes à des sans-abri. On dirait que pour certains, ça c'est plus important que la baisse du pouvoir d'achat de 15% de 98 à 2012, ou bien le taux d'homicide qui était 4e au monde à ce moment-là. À la mort de Chavez en 2013, le pays était au bord de l'écroulement, avec une démocratie très limitée et une économie fragile. Les relations du Venezuela avec les États-Unis sont un cas intéressant parce que dès la prise de pouvoir de Chavez, il affirmait constamment que les Américains sont la plus grande menace pour le continent et des ennemis du peuple vénézuélien. Évidemment, le narratif était le même que pour Cuba ou la Bolivie de Morales, c'était très inspiré de l'idéologie communiste. Les États-Unis étaient surnommés l'Empire, et toutes les institutions multilatérales menées par les États-Unis, comme l'OAS, étaient à combattre. Ça aidait aussi à justifier le rejet de la démocratie comme système impérialiste. Et malgré les affirmations de Chavez disant que Washington était en guerre économique contre la République bolivarienne, les États-Unis en réalité ont longtemps été le premier partenaire commercial du pays. C'était surtout des exportations pétrolières justement qui servaient à payer les programmes sociaux coûteux et la corruption du gouvernement, et il a fallu attendre le premier mandat Trump pour des sanctions totales sur le pétrole. Avant ça, Washington avait imposé des sanctions limitées, comme sur les armes en 2005, ou sur des individus en 2014 à cause des violations de droits humains. Donc peu importe la réalité, quand la situation allait bien, Chavez se félicitait lui-même, et quand ça allait mal, il blâmait les Américains. On arrive maintenant à l'ère de Maduro. Nicolás Maduro est devenu président par intérim à la mort de Chavez en mars 2013, puis élu dans une élection controversée en avril. Il est arrivé au pouvoir avec des infrastructures en ruine, des coupures électriques, des pénuries de biens de consommation, de la grosse inflation, une production en déclin, une monnaie surévaluée et des crimes en hausse. En plus, les prix pétroliers mondiaux commençaient à décliner subitement grâce à la révolution de pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont fait des Américains les premiers producteurs de pétrole. Maduro a répondu en poussant encore plus fort dans la mauvaise direction, et même s'il essaie, il n'a pas le charisme de Chavez. Il a mis en place des mesures pour redresser le moral national, comme la création d'un vice-ministère pour le bonheur suprême du peuple, et a même avancé Noël en octobre. C'est pas une blague, hein? Il l'a vraiment encore fait cette année. Malgré ça, le nouveau président a pu obtenir des pouvoirs de décret de la législature dominée par le Parti socialiste pour mettre en place des mesures drastiques dans plusieurs domaines. Il a notamment forcé des magasins d'électronique à vendre à perte avant de viser des concessionnaires automobiles et des propriétaires terriens. Il a répondu à des manifestations contre les pénuries avec la force, avec des dizaines de tués et des milliers d'arrestations. Le président est abyssal en politique économique et le pays est dans les pires au monde en termes d'investissement étranger. Avec la chute de l'économie, il a renvoyé des responsables de PDVSA pour placer un militaire à la tête de la compagnie. Les problèmes agricoles étaient de pire en pire aussi, et il a répondu en blâmant les producteurs et en imposant des contrôles encore plus stricts à partir de 2016. En 2017, il a établi une assemblée constituante pour contourner l'Assemblée nationale qui était passée à l'opposition depuis 2015. Les élections pour la nouvelle assemblée ont été controversées encore et la femme et le fils du président ont été élus. La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a commencé à critiquer le président et s'est fait destituer et a fui en Colombie. Avec la destruction du cadre légal du pays et la militarisation de sécurité, la loi et l'ordre se sont écroulés. Le pays était devenu deuxième au monde en termes d'homicides en 2019 avec 71 sur 100 000. Même avant le grand crash de 2018, les conditions étaient abyssales et les gens ont même volé des animaux du zoo pour les manger. C'est en 2017 et surtout en 2018 que les Américains, les Européens et les Canadiens ont imposé des sanctions financières et économiques.
Trump notamment avait sanctionné PDVSA et cessé les importations américaines de pétrole. Ça a exacerbé les problèmes avec de l'inflation dépassant le million de pourcents ou 130 000 % selon la Banque centrale vénézuélienne. Maduro évidemment blâmait un complot de l'international et de ses opposants politiques et parlait de mener une grande offensive économique. En vrai, c'était le résultat cumulatif des politiques, des sanctions, de la faiblesse financière du pays, de la Banque centrale imprimant trop d'argent pour financer les déficits et du pouvoir abusé de dévaluation. Le président a réagi en montant les salaires minimums, ce qui a juste fait pire. Les gens ont quitté le pays par millions vers les pays voisins, surtout la Colombie. Le pays a perdu 62% de son PIB entre 2012 et 2019 et le PIB par habitant s'est aussi écroulé. Malgré ça, Maduro a gagné sa réélection en 2018 dans un pays avec de la censure et des manipulations électorales, donc presque 60 pays ont reconnu son opposant Guaido comme vainqueur. En novembre 2022, à cause des coûts énergétiques dus à la guerre en Ukraine, les Américains ont diminué leurs sanctions en échange que le gouvernement et l'opposition reprennent le dialogue et que les élections soient véritables. L'inflation annuelle est même redescendue à seulement 190% en 2023. Mais avec des nouvelles élections truquées et des menaces militaires de Caracas contre la Guyane voisine pour le contrôle de la région Essequibo, Washington aurait imposé des sanctions en 2024. Aujourd'hui, avec tout ça, 50% des Vénézuéliens sont dans la pauvreté. Depuis 2014, 8 millions ont quitté le pays pour une population actuelle de 28 millions. En termes de production pétrolière par rapport aux réserves, le pays est la risée du monde. Il y a les plus grandes réserves au monde, mais sa production est une fraction de ce qu'elle était avant la prise de pouvoir de Chavez en 1999. Le Venezuela est aussi parmi les moins libres économiquement selon l'Heritage Foundation, juste devant Cuba et la Corée du Nord. Il est aussi 178e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Ce qui a aidé à maintenir le pays à flot a été le soutien de la Russie, de la Chine, de Cuba, de l'Iran et de la Turquie. Pour la Russie, c'était pour contrer les Américains et établir son influence dans la région. Rosneft a permis à PDVSA de contourner les sanctions et la Russie a vendu des armes. La Chine, quant à elle, aide avec des prêts financiers mais reste plus discrète parce qu'elle reconnaît les risques. Cuba est un partenaire idéologique du régime et a longtemps joué un rôle de conseiller. Pour l'Iran, c'est similaire à la Russie, pour opposer les Américains, notamment avec un paquet de petits projets de développement. Le cas turc est plus intéressant parce que c'est un pays de l'OTAN qui a des bonnes relations avec Trump notamment. Le Venezuela importe beaucoup de produits turcs et la Turquie a acheté de l'or et du pétrole. Maintenant, avec les frappes américaines sur des bateaux venant du pays et les menaces de Trump, évidemment Maduro se pose en grand leader et dit « Haha, vous voyez qu'ils sont une grande menace pour nous » et il dit que la raison de tout ça est de vouloir prendre le pétrole du pays. Bon ben, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais parler de l'évolution du Venezuela, et là avec les événements récents, je pensais que c'était une bonne opportunité de parler de l'histoire du déclin. Je suis encore en train de travailler sur une trilogie de vidéos qui va réévaluer la guerre du Vietnam, donc restez proches, vous pouvez aimer et vous abonner, et on se revoit bientôt.